du président Willy Michik. Il est président de UNANA, il est également de l'FDC et allié, il est là avec nous, membre également de l'Union Sacrée, un membre, voulais-je dire, influent de l'Union Sacrée. Président Willy Michik, qui soit le bienvenu. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, à côté de vous, il y aura la présence de M. Devos Kitoko, le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin et Faïlou, qui fera son entrée dans quelques minutes pour répondre aux questions de la population, aux questions d'actualité. Mais je vais commencer avec vous parce que vous êtes déjà là. Nous allons traiter certains sujets d'actualité avec vous sur ces plateaux. Nous allons parler des réformes parce que ça intéresse plus d'un. Également, nous allons parler de la question de l'Est qui suscite toujours encre et salive sur la toile. Également, bras de fer entre l'UGF et les sénateurs, si je peux dire ainsi. Également, en quatrième lieu, nous allons parler de ces gouvernements qui tardent toujours à venir. Un gouvernement de warriors, un gouvernement qui devait donner la solution aux problèmes des Congolais, mais juste ces gouvernements tardent. Mais Kabila n'est plus avec vous. Mais pourquoi ces gouvernements tardent? Nous allons en parler. Mais commençons par les réformes. Président Willy Michiki, on vous surnomme deux fois un prophète des malheurs. Bon, un prophète peut être un prophète des malheurs, mais aussi prophète des bonheurs. Malheureusement, je n'ai que prophétisé que les malheurs jusque-là, mais je prophétise aussi le bonheur, comme le cas de l'Union Sacrée. Je peux vous dire que l'Union Sacrée a un avenir, c'est une prophétie positive. Donc, mais je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, regretter l'absence, le retard de mon co-débatteur, à la personne de mon ami et frère Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD. Je crois que nous devons quand même prêcher par l'exemple, en respectant les temps. On ne peut pas diriger un grand pays comme la RDC si on n'a pas les notions minimum de temps. Lorsqu'on a un rendez-vous, je crois que le rendez-vous était à 15h, moi-même à 15h moins le quart, j'étais déjà ici, bien avant même vous-même, pour dire que nous devons respecter les téléspectatrices et les téléspectateurs avec qui on a pris rendez-vous. Il m'a parlé des embouteillages causés par les sauts de moutons, votre pouvoir qui n'arrive pas à mettre le peuple dans le bonheur, mais il fera son entrée d'un moment à l'autre. Alors, président Willy Michiki, la question des réformes s'annonce. La question des réformes divise. La Mouka a sa façon de voir les réformes, c'est vrai, le professeur il va nous expliquer les manières des réformes, mais vous, dans l'Union Sacrée, vous personnellement, parce que vous êtes président d'un parti politique, quelle est votre analyse par rapport à ces réformes, tant voulues par la classe politique? Oui, d'abord, vous avez quand même escamoté un sujet important. Je vous ai suivi en introduction, parler de l'IGF. Je crois que c'est une question... Nous allons en parler, ça c'est en troisième lieu. Voilà. Parlons des réformes. Je crois que les réformes de l'Union Sacrée, d'abord, je dois dire ici, Célestin, que je ne suis pas seulement un cadre de l'Union Sacrée de la Nation, je suis le Jean-Baptiste de l'Union Sacrée de la Nation qui avait annoncé l'arrivée du Messie Félix Tshisekedi. Donc, lorsqu'il y a quelques mois, au mois de septembre de l'année passée, octobre, je parlais du basculement de la majorité, personne ne me croyait. Donc j'étais le Jean-Baptiste qui annonçait l'arrivée du Messie, et le Messie est là. Le Messie s'appelle Félix Tshisekedi, le Messie c'est l'Union Sacrée. Donc nous ne venons pas comme ça, comme nous ne sommes pas élevés qui tombent dans la soupe. Les réformes tant prônées par l'Union Sacrée ont été bien énumérées dans le discours à la nation du chef de l'État du 6 décembre, qui va rester dans les annales de l'histoire démocratique du Congo. Ces réformes-là touchent tous les secteurs de la vie, puisque un pays comme le nôtre a besoin de réformes profondes. Parlons d'abord des réformes sur le plan électoral. Vous savez que ce n'est pas normal qu'après 3 cycles électoraux, nous continuons toujours à déplorer à chaque organisation d'élection des fraudes, des conflits et même de morts. Nous pensons qu'il est temps maintenant que les réformes que nous allons aujourd'hui mettre en place puissent précéder la mise en place de structures de la CENI. Et parmi ces réformes-là,
nous l'avons dit, et nous, au niveau de l'AFDF allié, lorsque nous avons été consultés par les chefs de l'État, nous avons émis le vœu et nous avons été très très satisfaits, d'autant plus que dans les discours à la nation du chef de l'État du 6 décembre, il a repris la réforme présentée par l'AFDF et alliés, notamment à ce qui concerne les modes de désignation du président de la CENI, de membres de la CENI, puisque nous aurions voulu que la CENI soit apolitique, puisque nous sommes un des rares regroupements qui avons souffert de mésaventures de la CENI. Nous avons été victimes. On a quitté nos listes électorales à la CENI et plus tard à la Cour constitutionnelle. Nous avons voulu que la CENI soit apolitique. C'est pourquoi nous disons... C'était pas le cas avec l'ancienne CENI? L'ancienne CENI n'était pas apolitique, malheureusement. D'abord, il y avait déjà à l'intérieur des personnalités politiques et la façon, malgré que les confessions religieuses désignaient le président de la CENI, qui, à notre avis, a eu beaucoup trop de pouvoir, mais les confessions religieuses, malheureusement, ne contrôlaient plus ce président-là. Ce président était devenu l'électron libre au service du pouvoir. Un homme puissant. Et nous ne voulions pas, même si aujourd'hui nous avons la majorité, au niveau de l'Union sacrée, nous ne souhaitons pas que le président du CENI de demain soit un garçon de course de l'Union sacrée. Non, il doit être indépendant. Il doit jouir de son indépendance. Et pour jouir de son indépendance, nous devons mettre en place un cadre juridique qui nous permette de pouvoir les contrôler. Ça ne doit pas être un électron libre. On a vu trop de pouvoir. C'est lui pratiquement les autres membres de la CENI n'avaient pas de mots à dire au président. Et nous pensons que les réformes, ça c'est nous au niveau de l'INANA, les réformes de la CENI devraient précéder la désignation, puisque vous allez désigner le président, comme le cas aujourd'hui, sur base de quel cadre juridique. Nous devons d'abord mettre en place un cadre et après procéder à la désignation. Nous avons déploré même les modes de scrutin. Vous avez constaté les fraudes qui ont été opérées, des corruptions à outrance. Nous avons pensé que les modes de ce qu'il faut donner les peuples son pouvoir. Les gouverneurs des provinces, le sénateur devrait être élu sur un mode de scrutin direct. Et ça va même nous faire économiser de l'argent, d'autant plus que lorsque nous votons le président de la République, nous votons les mêmes jours les députés nationaux, les députés provinciaux, les gouverneurs, les sénateurs, pour éviter les abus qu'on a constatés dans les passés. Président Willy Michik, vous voulez dire que les institutions que nous avons aujourd'hui, c'est les institutions issues de la fraude? Non, c'est-à-dire qu'il faut dire que nous avons tous accepté de passer éponge. Mais tout le monde, même le président de la République... Dans les mains les profondes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes. Mais nous disons que ce sont nos... La plupart des femmes ne donnaient que ce qu'elle a, mais nous voulons les améliorer. C'est les institutions alors, si non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons dire que les institutions qui sont là, c'est l'émanation de notre peuple. De la corruption, si je suis votre logique. Non. Dans la logique, nous avons dit qu'il y a eu des erreurs. Si aujourd'hui nous parlons des réformes, c'est puisque ce que nous avons obtenu, ce n'est pas ce que nous attendions. Nous voulons améliorer. Et le fait d'améliorer ne signifie pas qu'il y a eu fraude, nécessairement. Il y a eu des erreurs, et les erreurs, moi je crois que c'est la responsabilité de tout le monde. Donc nous voulons j'ai même suivi le président sortant de la CENI, Corneille Nangaa, en passant, Corneille Nangaa, qui a émis lui-même le vœu de commencer maintenant des réformes. Même lui-même, il en est conscient. Mais il a dit quelque chose. Même s'il a été bénéficiaire. Non, il a dit ceci, que les élections en 2023, qu'il y ait réforme, ou avant, après, il y aura élection en 2023. Non, nous sommes partisans du respect de la Constitution. Les cycles électoraux doivent être respectés.
Et nous disons encore, et nous le redisons une fois de plus. L'Union sacrée ou l'FDC? Non, non, non. Faut... Moi, je parle au nom de l'INANA. Je ne suis pas mandaté par... Nous disons au nom de l'INANA que le cycle électoral, qui est constitutionnel, doit être respecté. Le chef de l'État l'a dit dans son discours du 6 décembre. Nous disons que l'opération d'identification et de censement des Congolais, c'est une opération administrative et technique qui ne doit pas empêcher l'organisation des élections. D'autant plus que nous connaissons aujourd'hui, nous avons suffisamment de données pour que nous puissions organiser les élections. Mais vous savez très bien que pour organiser les élections, il y a 515 jours. Là, 515 jours. 515 jours, là je parle du rapport de nos experts électoraux, puisque nous avons au sein de notre parti INANA une cellule électorale qui m'a fait le rapport qu'il faudrait 500 jours. Et si vous calculez les 500 jours, il faudrait au plus tard, 1er août, commencer déjà les opérations électorales, notamment la formation, la commande, le déploiement, pour que nous nous rassurions que les élections doivent avoir lieu. Si on ne le fait pas en ces temps-là, nous risquons de ne pas avoir les élections bien organisées. Puisque n'oubliez pas que même les données que nous détenons, que nous avons eues en 2018, la plupart de ces données sont faussées. On les a récupérées. Ces données ne sont pas fiables. Les données ne sont pas fiables de 2006 et de 2011 pour constituer les serveurs que nous avons utilisés en 2018. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à commencer tôt. Et moi je crois que la volonté politique est là. Et là je salue vraiment l'engagement du président de l'Assemblée nationale comme le président du Sénat qui sont vraiment déterminés à, ce qui les concerne au niveau de l'Assemblée nationale, peaufiner tout ce qu'il y a comme cadre juridique en vue de permettre à ce que ces réformes puissent avoir lieu. Mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'organisation des élections. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il n'y a pas que le gouvernement, mais il y a aussi les acteurs politiques et sociaux qui doivent aussi jouer leur part de responsabilité pour que ces élections de 2023 ne puissent plus être l'occasion de diviser les Congolais, mais de les rassembler. Voilà, vous voulez les élections en 2023. Tout à fait. Pas les élections pour les élections, mais les bonnes élections. Tout à fait. S'il faudrait parler des bonnes élections, président Willy Michiki, est-ce que ça ne vous fait pas la honte, vous, aujourd'hui, vous circulez partout dans le monde, mais vous n'avez pas une carte d'identité tant que Congolais? Non, c'est-à-dire que c'est le souhait, je crois, de la majorité des Congolais d'avoir une carte d'identité. Mais nous disons que cette opération administrative et technique ne doit pas être nécessairement liée ou retenue comme préalable à l'organisation des élections. Ce sont des choses tout à fait distinctes. On peut ne pas avoir la carte d'identité, mais on ira toujours aux élections. Mais les souhaits... Mais les élections avec notre souhait... Avec quel peuple? Vous ne connaissez pas les nombres. Vous ne voyez pas que ça serait un désordre organisé. C'est comme un parent. Vous avez... vous achetez la nourriture, mais vous ne savez pas si vous avez combien d'enfants. Est-ce qu'il n'y aura pas la répartition qui ne va pas respecter l'équitabilité? Bon, d'après les experts électoraux de mon parti, ils m'ont dit que dans maximum 2 ans, nous pouvons organiser les opérations de recensement et d'identification des Congolais. 2 ans. 2 ans. Donc nous sommes encore dans les délais aujourd'hui. Dans les temps. C'est question de bonne volonté. Donc, et le souhait pour nous, c'est d'aller aux élections de 2023 avec des cartes d'identité congolaises. Ça ferait même une fierté pour les Congolais. Parce que vous savez aujourd'hui même, lorsque vous regardez même la répartition des sièges, depuis 2006, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. C'est presque les mêmes. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous nous demandons est-ce qu'il y a des Congolais qui ne meurent pas. Puisque c'est un statu quo. Lorsque vous regardez, dans 90% de sièges sont restés intacts, ce qui n'est pas possible. Il y a eu des gens qui se sont déplacés, d'autres. Donc on devait sentir la différence. Pourquoi nous pensons qu'avec l'opération d'identification et de recensement des Congolais, ça peut nous donner la vraie idée sur le nombre de Congolais que nous sommes et surtout les personnes appelées à voter. Donc c'est le souhait. Et le souhait là dépend
de la volonté politique. Or, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, et surtout les Jean-Baptiste de l'Union sacrée, je pense que cette volonté-là je suis même avant les pionniers. Je suis le précurseur. Parce que moi, j'avais annoncé. Voilà. Personne ne croyait. Voilà. Quand j'ai annoncé, les pionniers sont venus. Et après, les gens ont adhéré. Donc, je dois dire aujourd'hui qu'avec la volonté qui anime les chefs d'État aujourd'hui, les grands de bon fonctionnement des institutions de la République, nous pouvons matérialiser cette électorale, tenir des bonnes élections qui n'auront pas de contestation en 2023. Voilà. N'a déplaise aux gens qui font des petits labos par-ci par-là pour distraire la galerie. Voilà, espérons que De Vos Kitoko fera son entrée sur ce plateau d'un moment à l'autre. Ne nous appelez pas. J'espère bien qu'il ne va pas fuir le débat. Voilà, voilà, une fois j'étais avec De Vos Kitoko ici et la Mouka, ils ont pensé aussi pour les réformes. De Vos m'a dit, pour eux, les recensements, pour le moment, ce n'est pas important. Vous devez d'abord organiser les élections en 2023. Pour eux, les recensements, ça peut prendre même 4 ans. Bien 5 ans, mais pour eux aussi, la proposition des réformes, il faut que la présidence de la CENI soit une présidence rotative pour créer l'équilibre. Pensez-vous que ça serait possible? Mais rotative par rapport à quoi? Comme ça s'est fait au sein de la Mouka, une présidence un peu... Non, non. Moi, oui, confession religieuse... Non, non, je ne pense pas. Puisque lorsqu'on organise les élections, il faut une certaine expertise. Et lorsque vous faites la rotation, celui qui prendrait les mandats, peut-être ça peut être 1 année ou 2 ans ou 6 mois après, je ne sais pas, risque de ne pas être à mesure d'apprendre les données, enfin, de maîtriser la question. Vous savez que nous avons très peu d'experts en question électorale. Moi, je serais plutôt partisan. Vous avez refusé Ronsard Malonda, un expert Malonda, terrible. Non, non, ce n'est pas l'expert. La désignation de Roxane Malonda n'a pas respecté les prescrits du cadre juridique qui régit même la CENI. C'était une désignation en cascade et frauduleuse. Et vous savez très bien que la classe politique avait levé l'option de dire que les réformes devraient précéder la désignation des membres de la CENI, mais à notre grande surprise, en catimini, les confessions religieuses sont réunies et même les confessions religieuses n'ont jamais été d'accord autour de la candidature et de la désignation de M. Roxane Malonda, que j'apprécie personnellement bien, tant que personne humaine, mais nous voulons que le président de la CENI puisse constituer un consensus autour de la classe politique. Voilà. Et là, je voudrais quand même, parce que vous avez fait allusion à la présidence rotative, moi je m'oppose à ça, d'autant plus que l'expérience que nous avons eue dans le passé, que pour qu'un président même désigné puisse apprendre, il lui faut au moins 2 ans. Il faut au moins 2 ans, parce que c'est une question qui est transversale et ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vient 6 mois, ça n'ira pas, ou même si vous faites 1 année. Donc, nous voulons que le président de la CENI soit désigné pour un mandat électoral, 3 à 5 ans, ça ne dépend pas, mais qu'il soit entouré par une expertise et un conseil au-dessus qui pourrait réellement les contrôler. De façon que les décisions qui seront prises au niveau de la CENI soient des décisions collégiales et non la volonté d'un président de la CENI soit-il. Voilà, merci Président Willy Chiki. Nous allons parler de la question de l'Est, ça dérange. Jusque-là, le président de la République que vous êtes en train de soutenir, il a menti à la population alors, parce qu'il avait dit qu'il ne serait plus pas en paix si à l'Est, à Béni, il y a toujours des morts. Mais jusqu'aujourd'hui, la situation plutôt est en train de prendre de l'ampleur. Président Willy Chiki, vous ne travaillez pas pour les peuples. Non, je crois qu'il faut dire que d'abord, vous savez, nous venons de faire presque 6 mois maintenant que le gouvernement n'est pas opérationnel. Il expédie en réalité les affaires courantes. Et cela a un impact sur la gestion au quotidien des affaires d'État. Et comme je l'ai toujours dit, que le problème sécuritaire, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement le problème du président de la République. Et moi, je ne suis pas partisan que les présidents Tshisekedi viennent
l'église domicile à Béni ou bien au chef. Il avait promis que les oui, c'est sa promesse. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes là. Nous sommes... Mais il a été mal conseillé. Non, c'est-à-dire que pas mal conseillé, moi je crois que c'est une volonté. Mais nous souhaitons que ce n'est pas nécessairement sa présence physique dont on a besoin. Mais on a besoin que le gouvernement... Je peux illustrer ça par un exemple. Ok. J'ai toujours été partisan de l'approche communautaire pour régler les problèmes sanitaires. Puisque j'ai moi-même expert de questions de la région des Grands Lacs. Et je suis en train de faire des recherches depuis 7 ans sur l'approche comme solution des problèmes de coexistence pacifique entre les communautés et leur cohabitation. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des causes endogènes et exogènes qui aujourd'hui favorisent la sécurité. Il y a d'abord les problèmes de pauvreté. Lorsque vous regardez la plupart des jeunes qui se font recruter dans les groupes armés sont des jeunes désœuvrés dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Ils constituent à peu près 80%. Ce sont des gens frustrés, issus de familles pauvres. Les mineurs souvent. Des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation de base, qui n'ont pas eu accès aux soins de santé primaires, qui les parents sont issus de familles déchirées, qui parfois ils sont issus de familles victimes des injustices sociales et notamment les problèmes fonciers. Donc la responsabilité du pouvoir public est établie dans la cause profonde de la présence des groupes armés. De deux, lorsque nous parlons des groupes armés, on les appelle armés puisqu'ils ont des armes et munitions. Mais les gens ne se demandent pas, ces armes et munitions viennent d'où? Je vous dis, nous sommes entourés par 9 pays voisins. Il n'y a aucun pays voisin qui alimente des armes et munitions au Congo. Aucun groupe armé n'importe... On parle de le Rwanda, aucune preuve, Burundi, Ouganda. C'est beau de le dire. De vos scutos, comme avait dit ça aucune ici. Preuve. Si vous demandez, je crois qu'il viendrait ici me donner des preuves. Moi, j'ai eu la chance que mon ex-épouse a été chef de mission diplomatique de la Grande-Bretagne au Rwanda. J'ai vécu au Rwanda dans la résidence officielle britannique. Je vous dis, je connais quelque chose. Selon eux, l'ombre de Kagame plane au Congo. Non, non, non. C'est ce qui même est sous l'ombre là. Non, je peux vous dire ça, ce sont des bobards. Et puis quand... Vous savez, nous sommes des hommes d'État. On ne raconte pas n'importe quoi. Je crois que le président Tshisekedi est souverain et ils ne connaissent pas Félix. Félix est un homme très indépendant. Je ne pense pas, je ne vois pas Félix sous la coupe de Kagame ou de Museveni ou de qui que ce soit. Donc, ils ne connaissent pas Félix, pas du tout. Il l'a prouvé déjà ici. Kabila croyait qu'il allait contrôler Félix. Non, il l'a prouvé. Alors, quelqu'un qui est maintenant à des selon milliers de kilomètres... Kabila est toujours là. Non, non, ça ce sont... J'étais avec India Omar ici, avant vous, India Omar. Vous savez... Malgré l'Union sacrée, vous les avez proposé 10 postes ministériels, ils ont refusé. Vous savez, Célestin... Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. D'abord, l'Union sacrée, le gouvernement d'Union sacrée ne sera formé que par la majorité. Chadar a refusé, vous les avez proposé 10 postes ministériels. Chadar a refusé. Mais le gouvernement est formé sur base du rapport qui a été présenté par l'informateur. Et dans ce rapport-là, il y a eu les regroupements qui ont été retenus. Entre autres, il y a aussi la mosaïque PPRD qui a été retenue. Si Chadar adhérait dans les mosaïques PPRD, il n'y a pas de problème. Mais à ma connaissance aujourd'hui, Chadar n'est pas dans la mosaïque PPRD. Et je peux vous dire, 80% de députés et sénateurs élus sur la liste du PPRD, dont les 52 députés, sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. 90% des groupements politiques qui ont fondé, créé les FCC sont dans l'Union sacrée. Alors, lorsque les Chadar disent qu'ils ont refusé, mais ils ont refusé à qualité de qui? D'abord, vous les avez proposé, ils ont refusé. Bon, moi je ne forme pas de gouvernement. Ils ne veulent pas entrer dans vos bêtises, selon eux.
continuer dans l'illégalité et ils vont rester garants de bon fonctionnement et de veiller sur la Constitution. Que vous puissiez demander si c'est quoi, vous n'allez pas glisser en 2023. Non, nous on n'a pas besoin, nous sommes des démocrates. Comment allons-nous glisser alors que nous avons la majorité des Congolais avec nous? Au contraire, nous voulons démontrer en face du monde qu'il est possible au Congo d'organiser de bonnes élections et que le peuple, puisque vous savez aussi que l'insécurité à laquelle nous faisions allusion, je l'ai dit ici, est aussi sujette à des frustrations. Je peux illustrer ça par un exemple, puisque moi je ne parle pas comme l'université là. Moi je vais illustrer par exemple. Moi, Willy Michiki. Okay. Vous regardez aujourd'hui, puisque les Congolais lisent très peu, www.ceni.cd. Willy Michiki est le meilleur élu de Walikale. J'ai fait 48 024 voix. Mais Willy Michiki ne siège pas à l'Assemblée nationale, puisque la Cour constitutionnelle m'a débouté. Mais si Willy Michiki n'était pas nationaliste, j'aurais créé un groupe armé et m'opposer au pouvoir en place. Et je vous dis, des cas de Willy Michiki sont nombreux. Mais puisque j'aime mon pays, je n'accepterai jamais qu'un mètre carré du territoire national soit contrôlé par un groupe armé. Je me rallie au pouvoir central pour trouver des solutions. C'est pour vous dire que parmi les causes aujourd'hui de l'insécurité, c'est l'héritage du régime Kabila. Que les Chadari, les Némi, les Minakou nous ont légué aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, et je le redis aujourd'hui, c'est les accusations gratuites comme ça. Némi, attendez. Non. Je vous cite les noms, les gens qui ont quand même travaillé. Il faut respecter certains noms. Vous prenez Némi, vous prenez Minakou, vous prenez Bochab, vous prenez Mende, vous prenez les Chadari. Tous ces gens-là, ils se sont sacrifiés pour que vous puissiez venir au pouvoir aujourd'hui, trouver un pays structuré. Vous êtes en train de jouir avec l'argent que eux ont travaillé pour vous. Quand même. Non, je crois que le président Tshisekedi a été élu par les peuples. Pas le Chadar, puisque Chadar lui-même était candidat. Je vois mal que si Kabila a mis beaucoup de moyens pour que Chadar soit. Henri Magil est en prison, il avait dit Tshisekedi c'était leur deuxième candidat, leur dauphin. Vous savez, le problème c'est quoi? Même nous ici, nous faisons beaucoup de débats, mais il ne faudrait pas que votre liberté puisse enfreindre la liberté d'autrui. C'est que mon frère Henri avait déclaré, il n'avait qu'à l'éprouver. Mais lorsque vous n'arrivez pas à l'éprouver, vous entrez en conflit avec la justice. Ça n'a rien avec le président Tshisekedi. La preuve, on dit que vous avez des ingrats, n'a jamais porté plainte. Vous avez des ingrats, la main qui vous a nourri aujourd'hui. Quelle ingratitude! Kabila fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, vous, Willy Michiki, vous avez travaillé avec Kabila plusieurs fois. Non, moi je n'ai pas travaillé avec Kabila comme... Kabila ne m'a pas pris comme... La preuve, je n'ai jamais été dans les partis de Kabila ou dans son règne. Plusieurs fois ministre sous son règne. J'étais ministre de la République parce que je l'ai mérité. Je suis un leader d'opinion, je représente quand même une opinion. Aujourd'hui, vous allez à l'est du Congo, Willy Michiki, c'est un grand prêtre politique. Un grand prêtre? Je suis incontournable dans l'est du pays, je suis un grand notable, et Kabila, c'est Kabila qui avait besoin de moi, moi je n'avais pas besoin de Kabila. Qu'est-ce qu'il va m'apporter, moi, Willy Michiki? Kabila, rien du tout. Vous étiez dans le gouvernement de Kabila, parce que nous parlons de la question de l'Est. Vous avez suivi quand même le doyen Bosso, donc le président de l'Assemblée nationale, qui vous taxe, vous, les ressortissants de l'Est. Je peux citer les députés, parce qu'il parlait aux députés, qui étaient dans les groupes armés. Voilà. Vous étiez dans les groupes. Est-ce que dans le Conseil des ministres, est-ce que vous portez la voix de ce peuple-là? Bon, je veux dire quand même que les accusations du président Mbosso sont très graves. Très grave. D'abord, à un certain niveau de l'État, lorsque vous assumez de grandes charges, vous ne devez pas faire n'importe quelle déclaration. Puisque quand vous dites de telles déclarations, il faut apporter des preuves. Moi, je pense qu'il pourra saisir le procureur général près de la Cour de cassation pour que ces personnes, puisqu'il a dit qu'il a une liste, il aurait une liste pour que ces personnes soient... Moi, je vais plutôt demander au président Mbosso de pouvoir interpeller
les gouvernements sur la question sécuritaire. Je vais illustrer ça par des exemples, comme je l'ai dit. Parce que moi, je suis spécifique. Je ne parle pas des bobards, des militaires de l'India, des Vossé, Fayoul, non. Moi, je parle du concret. Moi, il y a quelques temps, il n'y a pas 6 mois, j'ai commencé une campagne de sensibilisation des groupes armés. Je suis parvenu à faire sortir de la brousse plus de 1000 jeunes dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. Est-ce que vous avez les images? Dont la majorité... C'est la télévision. Est-ce que vous avez les images? Je vous parle des concrets. Vous pouvez les vérifier. Notamment, la majorité est issue du groupe armé NDC et Rénové. Ces jeunes gens sont allés dans les centres d'intégration, dans les centres de démobilisation, notamment à Mubambiro, une autre partie, au camp militaire de Rumangabo. Je vous dis, un mois après, les gouvernements étaient incapables de les nourrir. Je parle bien de la nourriture, qui est un besoin primaire. 2 mois après, 3/4 de ces jeunes gens ont fui la faim. Vous vous rendez compte? Dans une zone qu'on appelle les greniers de la République, 1 kilo de pommes de terre à Goma, ça coûte autour de 500 francs. À Rutshuru, là où il y a les centres, par exemple, de Rumangabo, ça coûte 300 francs. 1 kilo. 1 kilo de haricots, c'est 500 francs là-bas. Vous vous rendez compte? Un gouvernement incapable de nourrir ses propres jeunes. Ces jeunes gens-là, j'ai été moi-même, avec des collègues chefs coutumiers notables, voir des autorités, les membres du conseil professeurs de sécurité, tous à l'unanimité, nous ont dit nous n'avons pas de moyens pour la prise en charge de ces jeunes gens. Alors, je pose la question au président Bosso. La responsabilité revient au pouvoir central ou à nous, élus ou notables. C'est pourquoi j'ai dit... vous avez fait votre part. C'est pourquoi j'ai dit le gouvernement devait faire il faut l'accompagnement du gouvernement. À tel point que cette affaire des groupes armés est devenue du business. Il y a des gens qui se font de l'argent, les gens du pouvoir, qui font de l'argent sur cette affaire. C'est pourquoi c'est un des défis que nous lançons au prochain gouvernement Sama et Lukonde. Il semblerait que ces gens-là, ils sont avec vous à l'Union Sacrée. Voilà pourquoi Mbosso dénonce. Vous n'allez pas l'accuser parce qu'il a dénoncé, il a pris le courage. À l'époque de Kabila, les gens ne dénonçaient pas. Moi, je vous parle des faits. Et je vous dis que lorsque ces jeunes gens-là, ils reviennent en brousse, ils découragent la sensibilisation. Parce que la sensibilisation est l'un des moyens pour mettre fin au phénomène groupe armé. Mais lorsque les gens, je peux même illustrer encore par d'autres exemples. Je connais d'autres jeunes gens, il y a qui ont quitté chez nous à l'est pour venir vers Kamina, vers Mwanda, au centre de Kitona, mais qui la plupart mouraient de faim. Il n'y a pas de prise en charge. Et ce problème-là, c'est fait sciemment. Nous parlons des groupes armés. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment ces groupes armés sont approvisionnés? Je vous dis, tous ces groupes armés sont approvisionnés par les FARDC et la police. Les armes et munitions... Il ne faut pas dire ça quand même. S'il vous plaît, président. Attendez. Vous affirmez sur ces bateaux que les groupes armés qui sèment la terreur, qui tuent des Congolais, les groupes armés sont alimentés par notre propre armée. Je ne dis pas que c'est l'armée officielle. Je dis qu'il y a des complicités au sein de l'armée. Puisque lorsque vous regardez aujourd'hui les munitions, les armes que ces jeunes gens-là détiennent, ces armes munitions ne viennent pas de l'extérieur du pays. Elles viennent de nos forces armées et de la police nationale. C'est pourquoi comment ça traverse? Nous demandons que, puisqu'il y a des commandants, j'ai vu moi, vous savez que la personne qui vous parle gérait l'entité Maïmaï à l'époque de 1+4. Lorsque je venais de l'exil, j'étais approché par des jeunes gens de chez moi, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui m'ont demandé à les représenter dans les négociations politiques. Parce que la plupart de la brousse, et ils ne savaient pas négocier. Et nous avons fait ce qu'on appelle les zones de bataille, donc pour désigner des gens dans la police, dans l'armée. Nous avons fait des propositions à l'époque pour que l'entité Maïmaï entre au gouvernement, dans les entreprises. Et j'ai eu le temps de les côtoyer, de comprendre. Je suis du Nord Kivu, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je connais presque 80% des chefs des groupes armés à l'Est,
Vous prenez l'ex-province orientale, l'ex-Grand Kivu, je le connais puisque j'ai eu à les côtoyer. J'ai été à la prison de Ndoman à même, puisqu'à l'époque, Kabila avait dit que je l'avais insulté. J'ai passé 2 ans à la prison d'Indolo avec la plupart des chefs des groupes armés. Je connais comment les opérations se font. C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses à faire, les gouvernements, avec la collaboration de l'auditorat général des FARDC, devraient couper les circuits d'approvisionnement des groupes armés. Puisque si ce circuit-là n'est pas coupé, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la plupart d'officiers sont devenus des commerçants. Ils ont des bateaux, ils ont des avions, ils ont des biens immobiliers, alors que lorsque nous regardons leur salaire ne correspond pas à leur train de vie, puisqu'il y a la mafia, il y a la corruption. J'ai parlé à plusieurs chefs de groupes armés. J'ai dit, mais comment? Ils me disent, non, parfois, ils organisent des opérations, des fausses opérations militaires. Les FARDC viennent avec des armes et munitions, et après, ils les abandonnent, ils fuient. Et alors qu'ils ont fait des arrangements. Donc, il y a beaucoup. J'ai dit, j'ai fait le mea culpa, je me confesse pour que les gouvernements... C'est les révélations terribles, hein, j'ai fait des recherches d'offrir à la nation. Puisqu'on ne peut pas résoudre ce phénomène de groupes armés si on ne connaît pas ce qui se passe réellement. Et ce que je vous dis, nous l'avons plusieurs fois dit à l'autorité politique pour que les choses changent. Mais comme les régimes précédents étaient complices, se servaient des mamelles des groupes armés pour tirer certaines dividendes, nous pensons qu'avec l'avènement de l'Union sacrée, avec l'engagement du commandant suprême des FARDC et de la police nationale, qui est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, les choses vont changer. C'est pourquoi nous disons que nous attendons que ces gouvernements ici puissent prendre une autre approche. Et je vous dis, si on nous écoutait, Célestin, je vous dis ici, sur ce plateau, 6 mois après, on ne parlera plus des groupes armés dans ces pays. Voilà. Il y a, la dame là, elle est responsable de la MONUSCO. Elle a fait une analyse pour dire que, une analyse plutôt, pour dire que la question de l'Est, de l'insécurité, cette question, il ne faut pas trouver la solution sur le plan de la force, de l'armement, mais il faut trouver la solution sur le plan politique. C'est mon approche. C'est mon approche. Elle m'a rejoint. Tout à fait. Vous êtes pour beaucoup dans ces affaires. Oui, puisqu'il y a des gens, vous savez, comme je disais, je parlais de frustration. Je peux être moi des communautés. Puisque je suis en compétition électorale avec tel autre collègue de notre communauté, il me bat, j'utilise ma communauté comme vengeance. C'est pourquoi vous verrez que la plupart même des conflits communautaires ou ethniques, pour le dire chez nous, c'est toujours à la veille des grandes politiques. Nous surpassons ça. Il y a même aujourd'hui des types politiques où vous trouvez que c'est presque monolithique. C'est soit telle ethnie qui domine ou telle autre. Il y en a qui sont devenus ethnicisés. Je prends le cas par exemple de Massis. Le territoire de Massissi, le territoire le plus peuplé du pays, qui fait à peu près 8 à 9 sièges. Massissi, en 2011, les autochtones de Massissi, ce sont les Houndé. Il n'y a eu aucun élu Houndé. Chez eux à Massissi. Ça a créé une frustration. Et après ça, des comptes terribles. Pourquoi je dis? Lorsqu'il y a eu des problèmes, c'est qu'il y a les injustices, et les injustices sont parfois soutenues par les... Pourquoi je demande que le rétablissement, une bonne distribution de la justice sociale pouvait aussi faciliter les choses. Nous avons vu aujourd'hui déjà que la justice est devenue, je dis pourquoi pas comme politique. Nous sommes bénéficiaires. Mon vieux Anna Takaïche, qui me suit souvent. Oui, nous sommes bénéficiaires aujourd'hui puisque la un regroupement important mis en place de fond en comble par le sénateur professeur Bahati Modeste, notre autorité morale, a été repris comme ça par quelqu'un qui n'a même pas un regroupement politique, même pas chef de parti, et on le met à côté. Donc, nous sommes en train, ce sont ces frustrations-là qui sont à la base des créations des groupes armés. Donc,
Le pouvoir public, et j'ai le message au président Bosso, que plutôt la responsabilité des groupes armés revient au pouvoir public d'abord, qui a été incapable de mettre en place des mécanismes pour éviter de frustration des injustices, combattre la pauvreté, qui sont des sources de création. Pour aussi les leaders d'opinion, donc la responsabilité doit être aussi partagée. Vous avez aussi votre part dans cette insécurité qui règne toujours à l'Est. J'ai lancé un message. Quand même, nous avons eu le ministre, plusieurs ministres de la justice ici au pays, mais quand même, il y a un ministre brave, courageux. Je salue le vice-ministre de la justice, Bernard Takaïché, sous sa gestion. Quand même, nous avons vu les gens défiler en prison, trop de procès. Courage comme ça n'engage que moi. Je souhaiterais même qu'il soit reconduit et puis être titulaire, si possible, parce que c'est un homme courageux. Il a relevé les grands défis. Voilà, évoluons au président Willy Michiki. Bras de fer entre l'IGF et les Sénats. Je peux dire certains sénateurs contre les déclarations des chefs. Vous avez suivi le vieux José Makila. Quelle est votre analyse? Pensez-vous que l'IGF est devenu le tout-puissant, même au-dessus de la Chambre haute? Bon, vous avez quand même, avant d'aborder la question relative au vrai faux conflit qui opposerait un sénateur et l'IGF, je voudrais d'abord qu'on parle de cette question-là, de certains membres du gouvernement Ilokamba, même si ce gouvernement a fait piètre figure, mais il y a quand même des ministres qui ont bien prêté. Moi-même, 8 fois remanié dans les gouvernements, donc j'en connais quelque chose. Et je voudrais en appeler une fois de plus, en tant que Jean-Baptiste, au président de la République, même s'il y a des ministres qui ne sont pas de l'Union sacrée ou qui n'ont pas été présentés par leur regroupement politique, qu'on puisse éviter chaque fois de nouveaux ministres d'arriver. Moi-même, je vous dis, j'ai passé quelques temps, les derniers ministères où j'étais, c'est les ressources hydrauliques. Comme on l'appelait aujourd'hui, c'est énergie, c'est électricité et ressources hydrauliques. Le projet Katende, quand moi j'ai quitté, pardon, Kakobola et Katende, étaient à 4 mois de la fin. J'étais en Inde, j'étais partout. Mais 4 ans après, on continue toujours à entendre quelque chose. Parmi les dossiers importants, je prends le cas par exemple du ministre de l'Environnement, Claude Nyamga. Le ministère de l'Environnement est l'un des ministères mobilisateurs de recettes. Aujourd'hui, vous allez dans les pays comme la France, c'est un ministère de souveraineté. Il a commencé le processus de mettre fin au moratoire. Par exemple, au Brésil, il n'y a plus de moratoire. C'est un manque à gagner important au trésor public. Quelqu'un qui a évolué comme ça, pour les changer, vous allez au Congo-Brazzaville, il y a une dame qui est ministre là depuis presque plus de 20 ans. Ce n'est pas parce qu'on l'aime, c'est plus que pour continuer le projet. Lorsque vous nommez quelqu'un de nouveau, comme à la justice aussi, ce monsieur qui est nommé, il va apprendre à zéro, commencer à zéro. Or, les partenaires sont habitués déjà à tel ministre. Il faut laisser les ministres qui suivent des grands projets. Qui ont fait des prouesses. C'est la même chose aussi, ministre de l'Industrie. Il a déjà commencé aujourd'hui à créer des zones économiques, des grands projets. Vous changez... Jonathan... Non. Julien Palou, voilà. Donc, vous devez reprendre à zéro. Donc, il y a quand même certains ministres, comme Jean Lycée Boussa aussi. Commerce extérieur. Donc, oui, il est au commerce extérieur, il a fait longtemps là-bas. Il y a des ministres, c'est pas parce qu'ils sont inamovibles, mais qui maîtrisent les dossiers. Je prends le cas, par exemple, de mon frère Thomas Louaka. Il y a des gens qui ont maîtrisé le secteur, et lorsque vous mettez quelqu'un d'autre, un nouveau... Il y a certains noms qui fait fâcher les gens. Non, lorsque vous citez Thomas Louaka, les gens pensent... j'ai rien contre lui. Non, je ne vais pas... Moi, il était ministre des ITPR, il y avait trop de problèmes. Je parle dans les secteurs où ils sont aujourd'hui. Dans les secteurs de l'enseignement, là où il est, il y a trop de grèves, il y a des professeurs qui pleurent à tout moment. Non, je parle des réformes qui ont commencé. Je parle surtout... Moi, je dis vraiment coup de chapeau au ministre de l'Environnement, ministre de l'Industrie et tant d'autres qui ont maîtrisé certains dossiers. Parce qu'il y a des ministères où nous sommes en partenariat avec les bailleurs de fonds. Et lorsque vous amenez quelqu'un de nouveau, ça lui prend 2, 3 mois, 6 mois pour étudier les dossiers.
Et cela, c'est un manque à gagner pour la République. Voilà pourquoi je recommande au chef de l'État, au Premier ministre, de regarder si ces ministères-là, on peut reconduire ces ministres qui ont, il y en a beaucoup, je ne peux pas citer tout le monde ici, ça pouvait aider la République. Et je parle à ma qualité de ministre honoraire, puisque j'en ai l'expérience. Merci, M. Willy Michi. Mais la question de bras de fer de l'IGF, là, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pour l'IGF, par exemple, aujourd'hui, d'abord, c'est une violation de la Constitution. Comme vous le savez très bien, l'inspection générale des finances relève de la compétence du président de la République. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, le Sénat ne peut pas aujourd'hui initier une audition contre l'IGF, d'autant plus que l'IGF relève de la présidence de la République. Ce que le Sénat peut faire, le Sénat peut plutôt entendre les ministres de finances qui collaborent avec l'IGF. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, l'IGF n'a jamais insulté les sénateurs. L'IGF avait demandé des comptes à l'ancien président du Sénat. Cela relève de ses compétences, puisqu'il y a quand même une mission, il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'inspection générale des finances. Mais est-ce que le demander des comptes à un président du Sénat, soit-il sortant, cela constitue une insulte aux sénateurs? Donc, nous devons aujourd'hui respecter la Constitution, et je pense que la démarche initiée par un groupe, une poignée de sénateurs viole la Constitution. On ne peut pas même demander au chef de l'État. Vous pensez que l'honorable, le sénateur José a mal compris la démarche? J'aime bien José, c'est un ami, c'est un beau frère, mais je crois que cette fois-ci, il a tapé à côté. Voilà. Monsieur Willy Michi, je rappelle que vous êtes un ancien ministre, dont ministre honoraire, président de UNANA. Également, vous êtes membre de l'AFDC, vous êtes dans l'AFDC avec le sénateur actuel, le président du Sénat, Bachukwebo. Alors, les gouvernements, jusqu'aujourd'hui, le pays est en train de sombrer. Il y a des tâches que le gouvernement devait résoudre, mais jusque-là, c'est suspendu. La population pleure. Est-ce que ça ne vous dérange pas pour vos ambitions, vous les politiciens? Vous bloquez le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez de Kabila qui vous bloquez. Aujourd'hui, Kabila n'est pas là. Mais le gouvernement n'est pas toujours mis en place. Bon, je crois que nous devons prendre notre mal à patience. Je pense que le fait que le gouvernement traîne aujourd'hui, ce n'est pas un plaisir. Vous savez que nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour avoir cette nouvelle majorité. Et il ne faudrait pas que l'union sacrée soit... Quand vous parlez de sacrifices, moyennant les billets verts, selon... Non, pas les billets verts, c'est la prise de conscience. Vous savez, lorsque je vois des amis comme Lambert Mende, mon aîné, comme mon ami comme Kassanji, qui disent que nos électeurs nous ont demandé de rejoindre l'union sacrée. Ça, c'est du nouveau. Dans la base. C'est une prise de conscience que le gouvernement n'avait pas. Puisqu'à l'époque, nous étions sous le règne des autorités morales. On vous prend... Comme aujourd'hui, vous aussi, vous avez l'autorité morale. Non. Badi Lukebo, c'est différent. Nous avons la conférence des présidents. Et c'est tout à fait différent. D'ailleurs, il n'y a pas un regroupement aussi démocratique que AFDC allié. Toutes les décisions sont prises au niveau du conseil et des conférences des présidents. Je voudrais dire ceci. Et c'est comme ça même que je salue cet arrêt de la Cour qui a enlevé le fait que les députés, les parlementaires étaient considérés comme un garçon de course. Dans l'arrêt 40-53, moi que je me... Donc, je voudrais dire que nous sommes en train de vivre du nouveau Congo. Et nous voudrions que ce gouvernement ici, à sa sortie plutôt, puisse souder les Congolais, puisse être un gouvernement qui va unir les Congolais et non pas les diviser. Et vous savez que ce n'est pas facile de faire un gouvernement, surtout que l'union sacrée n'a pas de charte, n'a pas de statut, c'est une vision. Alors, et adhérer à une vision, c'est différent d'adhérer à une charte. Et j'avais posé une question comme ça au président Noël Tchani ici. Lorsque vous avez des problèmes dans l'union sacrée, vous voyez qui? Non, c'est-à-dire qu'à l'union sacrée, d'abord, l'union sacrée, c'est une prise de conscience. Et chaque regroupement est organisé autour de son président ou autorité morale. Et les chefs des regroupements prennent contact dans une forme de conférence
de présidents de regroupement dont l'initiateur chapeaute. Donc Kabound, c'est Kabound qui vous gère aujourd'hui? Non, c'est le chef de l'État. On dit que vous léchez les bottes de Kabound à tout moment pour avoir des postes, parce que c'est celui qui est devenu un demi-dieu au sein de l'Union Sacrée. Non, non, moi je dis vous, Willy Michiki, vous l'appelez matin, midi, soir. Non, 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 je peux vous dire d'abord qu'il faut féliciter vraiment le courage de l'honorable premier vice-président Jamal Kabound, puisqu'il a beaucoup contribué pour briser la paix. Je me rappelle quand je le voyais à l'hémicycle du peuple jeter des chaises, c'était pour donner du courage. En tout cas, Kabound méritera de la patrie. En tout cas, c'est vraiment un monsieur courageux, il faut le féliciter. Et aujourd'hui, on lui prête n'importe quoi. Je crois que Kabound, il a son organisation, il a l'idée. C'est un langage courtois selon les autres. Non. Il attaque même les autorités morales de certains partis, les gens comme les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, vous cherchez les boucs émissaires partout. C'était Kaméré, c'était Kabila, aujourd'hui c'est Jean-Pierre Bemba et Kabound et Moïse Katumbi. Non, moi d'abord, je ne suis pas candidat, je l'avais dit, vous ne m'avez pas écrit. Je suis parmi les rares chefs de parti qui ne sont pas candidats au gouvernement ministrable. Nous estimons que nous avons formé suffisamment de jeunes qu'il faudrait leur donner aussi la chance. Sinon, comment allons-nous parler de la relève? Moi, j'ai été ministre à 6 ans. Ça fait presque 3 décennies que j'étais ministre. Si moi, je n'équipe pas le gouvernement, comment ces jeunes gens pourraient demain constituer notre relève? Donc, nous pensons que nous pouvons leur servir de conseil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas à aller voir l'honorable Kabound. Je l'estime, on a évolué ensemble au sein de l'IDPS d'abord, et puis plus tard au sein de rassemblement de forces politiques et sociales. Mais j'estime que le combat de Kabound est un combat légitime, mais il est mal compris. Et que je dis que les regroupements politiques, les chefs de regroupement politique n'ont pas de problème avec Kabound, puisque c'est un chef de regroupement comme les autres. Il peut défendre son regroupement, il peut avoir ses opinions, mais les taxer de troubles faits, moi j'ai dit, je me porte en tout cas en faux. Alors, il y a un problème, la représentation de la femme dans ces gouvernements. Les chefs de l'État tapent la main sur la table. Vous, dans vos regroupements, dans vos partis politiques, vous ne donnez pas la place à la femme. Pourquoi vous êtes en train de chosifier la femme? Est-ce que la femme ne mérite pas de diriger aussi? En fait, le président Tshisekedi est en train de jouer son rôle de garant de bon fonctionnement de la République, de bon fonctionnement des institutions de la République. Et en cette qualité-là, il vient à ce qu'on puisse respecter la Constitution qui n'est pas... Bon, on parle de parité de femmes, mais il faudrait une représentativité raisonnable et significative de la femme. Nous-mêmes, vous avez vu notre autorité morale à la personne du président du Sénat. Aujourd'hui, le Sénat du Congo, c'est le seul Sénat au monde qui est jarré. 3 femmes, 3 hommes. Et mon vœu à moi, Willy Michiki, c'est que le futur premier vice-président du Sénat, qui va être élu bientôt, soit une femme. Pour que les femmes même soient majoritaires au bureau. C'est un exemple. Le chef de l'État, il est en train de corriger à la Cour constitutionnelle, qui est le sommet de la justice dans notre pays. Au régime de Kabila, il n'y avait aucune femme. Le président Tshisekedi vient de nommer une femme là-bas. Au gouvernement ici, c'est la première fois qu'il y a eu, mais malgré l'influence des FCC et dans ce gouvernement, mais le président Tshisekedi a tapé la main sur le président en imposant que 12% au moins, c'est la première fois qu'on ait un gouvernement qui a 12% de femmes et qu'on ait dans ces pays une femme vice-première ministre. Et moi, je suis fier. Ministre d'État aussi. Non, qu'elle est. Et je suis fier parce que cette femme-là, elle est de mon village. Elle est de chez moi. Sœur Élisée Mounembwe, que je salue en passant. Donc, ce sont ministre des innovations. Hein? Ministre du plan. Ministre du plan. Ministre du plan. Donc, c'est pour dire que la volonté de changement du président Tshisekedi n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et nous, je vous dis, nous, à l'AFDF, sur les 5 postes qui nous étaient attribués, à chaque poste, on désignait non seulement une femme, mais aussi un jeune.
C'est pourquoi vous trouverez dans les gouvernements qui sera sorti, les ministres de l'AFDC alliés, avouer que les premiers ministres, les chefs de l'État ne les écartent, nous aurons des jeunes et des femmes. Puisque pour nous, c'est quelque chose que nous incarnons. Notre autorité l'incarne lui-même. Et nous prêchons par exemple. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous êtes de l'FDC allié, selon certaines informations qui circulent, le chef de l'État a tranché. Steve Mbikai, on lui a donné un ministère. Voyez-vous? Non. Le chef de l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion des... Ou le Premier ministre, même pas le Premier ministre. Puisque c'est les regroupements qui donnent les noms de leurs candidats ministrables. Je vois mal comment le Premier ministre, ça violerait même la Constitution. Puisque mais nous... c'est 4 députés quand même. Non, non, ça dit que ce n'est pas question... Nous avons fait, mon frère, nous avons tenu une... Le même jour que nous étions reçus par le Premier ministre Sam Maloukonde, 2 heures après, nous nous sommes réunis à l'hôtel Venice. Et à l'issue de cette rencontre, Steve Mbikai, qui est un ami à moi, parce que Steve Mbikai, je rappelle, c'est un ancien de l'IDPS comme moi. Nous avons cheminé ensemble avant qu'il n'aille dans la société civile avec son syndicat Solidarité. C'est un ami, on a des excellents rapports. J'étais avec lui dans le gouvernement de Kabila. Il était là et nous avons levé des options. Parmi les notions levées, nous avons dit qu'il faudrait que dans les candidatures, on puisse prendre en compte la femme et les jeunes. Et nous avons, sur les 5 postes qui nous étaient attribués, on a donné 2 postes aux alliés, où je suis avec Steve, et 2 postes à l'AFDC. Et le poste qui restait, on l'a donné à l'autorité morale, comme lui-même ne sera pas candidat. Et nous, les alliés, nous nous sommes retrouvés quelque part pour négocier, et l'AFDC. Donc il n'y a pas de problème. Et nous avons dit qu'il faut privilégier les critères de solidarité. Même les partis qui n'ont pas de députés, mais s'ils ont de l'expertise, puisque parmi les critères auxquels nous avons fait allusion, il y a les critères de méritocratie et d'expérience. C'est comme ça que la liste des alliés comme celle de l'AFDC ont été envoyés au Premier ministre. Merci, donc, Président Willy. Et je confirme ici que les collègues Steve Mbikai n'est pas en conflit avec l'autorité morale. Voilà. Donc rien du tout. Président donc, tout marche bien à l'AFDC. Merci, Président Willy Michiki. Regardez la caméra, je vous donne 30 secondes. Vrai ou faux, ou soit, je change la formule de la question. Est-ce Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, en 2023, il sera en mesure d'élever les défis et puis de convaincre les Congolais avec son gouvernement de l'Union sacrée? Oui, j'ai confiance à Tshisekedi et en 2023, avec l'Union sacrée d'aujourd'hui, si rien ne change, puisque nous devons faire la différence avec les FCC, parce que vous savez aujourd'hui, la désintégration du FCC, c'est la mauvaise politique, la gourmandise du PPRD est mosaïque. Donc, si longtemps que nous aurons évité ça, Tshisekedi sera réélu en 2023. Merci, Président. C'était également votre mot de la fin. Je regrette parce que le professeur de vos il a fait les débats, c'est normal, je savais. Voilà, il n'a pas répondu. Bon, il m'a fait un message. Voilà, prochainement. Ils n'ont pas de discours. Ils n'ont pas de discours. Vous êtes sûr que la matière. Vous pensez que oui, tout à fait. Je savais qu'il n'allait pas venir. Je sais pourquoi j'étais ici à l'air. Vous voulez lancer les défis? Non, j'ai dit je savais qu'il n'allait pas venir. Voilà. Ils n'ont pas de discours. Merci. Et voilà. Surtout contre un prophète. Voilà. Un prophète. Voilà, merci Président Willy Michiki. Avec vous, on a parlé des réformes, on a parlé de la question des lettres, on a également parlé de faire entre l'UGF et le Sénat, le gouvernement Sam Maloukonde. On en a parlé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Président Willy Michiki, il est président de UNANA également.